Introduction. L'atmosphère de Paris en 1698. Imaginez un soir de septembre en l'an 1698. Le ciel de Paris est bas, lourd, chargé d'une humidité qui semble coller aux pavés inégaux de la capitale. Dans les rues étroites, l'obscurité était presque totale, seule la lueur vacillante de quelques lanternes à huile perce le brouillard qui monte de la Seine. Soudain, un bruit sourd déchire la tranquillité de la nuit. Le fracas métallique de rousses ferrées et le martèlement rythmé des sabots de chevaux sur la pierre. Une lourde berline noire, massive, aux rideaux de cuir hermétiquement clos, avance avec une urgence contenue. Elle ne s'arrête pas devant les palais ou les places publiques. Elle se dirige tout droit vers l'est, là où se dresse une silhouette de pierre capable de faire trembler le plus courageux des hommes, la Bastille. Cette forteresse n'est pas seulement une prison, c'est le coffre-fort des secrets inavouables du royaume de France. Le passage des portes du silence. Le convoi ralentit devant le pont-levis. Les gardes royaux, d'ordinaire si prompts à crier leurs ordres, restent ici figés dans un silence de plomb. Les chaînes de fer grincent, le bois massif s'abaisse, et la berline s'engouffre dans la cour intérieure. À cet instant précis, le monde extérieur cesse d'exister pour le voyageur de cette voiture. La porte de la berline s'ouvre enfin, sous l'escorte de Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, le gouverneur de la prison, un homme décent. Sa démarche est lente, presque solennelle, mais ce n'est pas sa tenue élégante qui attire les regards terrifiés des quelques témoins présents. C'est son visage, ou plutôt ce qui le remplace. Une forme froide, sombre, fixée par des charnières de métal qui semblent emprisonner jusqu'à son dernier souffle. Un masque. L'homme sans nom et l'interdiction de parler. La légende a gravé dans nos esprits un masque de fer pur, une torture de métal froid. Mais la réalité historique murmure l'existence d'un velours noir, épais, tout aussi impénétrable. Qu'importe la matière, l'objectif est identique. Effacer l'homme, supprimer le citoyen, anéantir l'identité. Cet individu n'est plus un fils, plus un frère, plus un nom. Il est devenu une énigme ambulante. Les ordres de Louis XIV, le roi Soleil, sont d'une brutalité absolue. Si ce prisonnier prononce un seul mot sur qui il est, s'il tente d'écrire ou de faire passer le moindre message à l'extérieur, l'ordre est de mettre fin à son existence à l'instant même. Pourquoi tant de précautions ? Pourquoi le monarque le plus puissant d'Europe déploierait-il autant d'efforts pour cacher un seul regard ? C'est ce voile que nous allons tenter de lever ensemble. Bienvenue sur Ombravox. Aujourd'hui, nous plongeons dans les couloirs du temps pour affronter le mystère le plus vertigineux de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Le paradoxe de la captivité, un prisonnier pas comme les autres. Pour comprendre l'ampleur de cette énigme, il ne faut pas imaginer un cachot sombre, infesté de rats et de pourritures. La réalité des archives nous dessine un portrait bien plus troublant. Ce prisonnier, dont on interdisait le visage au monde, vivait dans ce que les historiens appellent une véritable cage dorée. Imaginez une cellule, certes fermée de triples verrous, mais où l'on sert les repas sur de la vaisselle d'argent massif. Imaginez un homme qui n'a pas le droit de dire son nom, mais qui porte sur lui les tissus les plus fins, des dentelles de prix et des draps de lin que même certains nobles de province ne pourraient s'offrir. Pourquoi traiter un rien, un anonyme, avec tant d'égards ? Le roi Soleil lui-même semblait veiller à ce que ce captif ne manque de rien, sauf de sa liberté et de son identité. Ce contraste est le cœur même du mystère. On ne cache pas un criminel ordinaire avec autant de raffinement. On ne respecte pas un traître avec une telle déférence. Chaque geste posé par l'administration pénitentiaire de l'époque suggère que derrière ce masque bat le cœur d'un homme d'une importance capitale, peut-être même d'un homme dont le simple regard aurait pu renverser l'ordre du monde. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, le gardien éternel. Mais cet homme n'était jamais seul. Tout au long de ses 34 années de captivité, une ombre l'a suivi, de forteresse en forteresse, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Cet officier de confiance, dont la loyauté envers Louis XIV était absolue, n'était pas un simple geôlier. Il était le dépositaire d'un secret qui lui pesait sans doute autant qu'à son prisonnier. Saint-Mars n'était pas un homme cruel. Les rapports de l'époque nous montrent un fonctionnaire obsédé par une seule mission, s'assurer que jamais, au grand jamais, le prisonnier ne puisse communiquer avec l'extérieur. Partout où Saint-Mars allait, le prisonnier le suivait. De la forteresse de Pignerol dans les Alpes
aux cellules isolées d'exil jusqu'aux îles de l'Airain, au large de Cannes, où une tour fut spécialement construite pour lui. On raconte que lors de ce voyage vers la côte méditerranéenne, Saint-Mars faisait porter le prisonnier dans une chaise à porteur recouverte de toile cirée, pour que même les paysans croisés sur le chemin ne puissent deviner une forme humaine. Saint-Mars mangeait parfois en face de lui un pistolet posé sur la table avec l'ordre de neutraliser le captif s'il tentait de retirer son masque. La légende du métal contre la réalité du velours. C'est ici que la fiction rencontre la réalité. Le nom de masque de fer a traversé les siècles, alimenté par l'imaginaire collectif et les écrits de Voltaire. Pourtant, si l'on se penche sur les témoignages les plus sobres, on parle plus souvent d'un masque de velours noir, maintenu par des charnières et des lanières de cuir. Mais qu'il soit de fer ou de tissu, la symbolique reste la même, la privation de l'humanité. En privant cet homme de son visage, le pouvoir royal lui retirait son âme sociale. Il n'était plus une personne, il était un dossier d'État vivant. Dans les couloirs de Versailles, le silence sur ce sujet était total. Interroger Saint-Mars sur l'identité de son protégé était une faute grave. Le secret était si bien gardé que même les gardes de la Bastille, des années plus tard, n'osaient murmurer à son sujet que dans les recoins les plus sombres de la forteresse. Cet anonymat forcé n'était pas une simple punition, c'était la raison même de sa survie. Car si son nom avait été prononcé, si son visage avait été montré, la paix du royaume aurait pu s'effondrer en un instant. Le grand jeu des hypothèses. Qui donc se cachait derrière ce rempart de velours et de métal ? C'est la question qui hante les couloirs de l'histoire depuis plus de 3 siècles. Si le secret a été si bien gardé, c'est que la réponse possède le pouvoir de transformer un simple fait divers en un séisme politique. Pour comprendre, il nous faut explorer les 3 pistes majeures qui divisent encore aujourd'hui les experts du XVIIe siècle. La théorie la plus célèbre, celle qui a enflammé l'imaginaire collectif grâce aux écrits de Voltaire et d'Alexandre Dumas, est celle du sang royal. Imaginez un instant, et si Louis XIV n'était pas né seul ? Et si un frère jumeau, doté du même visage et du même regard, avait vu le jour quelques minutes après le futur roi Soleil ? Dans le système de la monarchie absolue, l'existence d'un second héritier est une bombe à retardement. Pour éviter une guerre civile dévastatrice et protéger la légitimité du trône, le pouvoir aurait choisi de sacrifier l'homme pour sauver la couronne, condamnant un prince à une vie de silence.